C'est un plaisir pour nous d'être avec vous sur Financial Afrique TV. Merci d'être avec nous dans PIB. En avril dernier, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le G20 ont mis en place une initiative d'annulation de la dette afin d'aider les pays pauvres à faire face aux graves conséquences de la pandémie de Covid-19. Sur les 40 pays éligibles, 23 ont souscrit et 13 ont décliné. La divergence africaine est au cœur de PIB d'aujourd'hui et pour en parler, nous sommes en compagnie du professeur Babacar Sen. Professeur, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, professeur, vous êtes titulaire d'un doctorat en économie de l'Université Paris-Dauphine, agrégé des universités en économie spécialisée en monnaie et finance à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes directeur du Centre de recherche économique appliquée et au laboratoire de finances pour le développement. Vous êtes également membre du conseil pédagogique du CISI UMOA, et vos intérêts de recherche portent sur la dette, les taux de change, la stabilité financière, le risque systémique et le marché des capitaux. Alors, les pays africains ont été divisés par rapport à l'initiative du G20 d'annulation de la dette. Pouvez-vous revenir sur la portée de cette initiative et les raisons de divergence africaine? Voilà. Effectivement, en avril 2020, le Fonds monétaire, la Banque mondiale et les pays du G20 ont lancé l'initiative de suspension du service de la dette, communément appelée ISSD, qui consistait à accorder des moratoires aux pays qui en feraient la demande. Donc, dans la foulée, l'a vu, le Club de Paris et l'Institut de finance internationale, regroupant ce qu'on appelle les créanciers privés, ont organisé aussi une rencontre pour discuter de la possibilité d'étendre l'ISSD donc à la dette commerciale. Malgré quelques réserves quand même de certains créanciers privés, notamment le Club de Londres avec la dette bancaire, donc finalement, ils ont soutenu l'initiative, malgré quelques réserves. En Afrique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 23 pays ont obtenu un moratoire du service de leur dette, accordé donc par le Club de Paris pour le moment. Donc, dans un contexte quand même de baisse importante des recettes budgétaires, on l'a vu, c'est un peu partout dans le monde, et surtout en Afrique, on a vu donc les conséquences négatives de la baisse de ces recettes-là. Les incertitudes qui persistent dans le temps avec des vagues de reconfinement qu'on est en train de voir dans certains pays, des récessions aussi qui s'annoncent partout dans le monde. À mon avis même, la communauté internationale doit aller encore plus loin. Je pense que les moratoires risquent même de ne pas être suffisants. Il faut même envisager, à mon avis, une annulation de la dette donc des pays pauvres. Sinon, le réveil risque d'être très brutal. Dans un article même paru le 9 juillet 2020, le président de la Banque mondiale demandait pour la première fois une annulation de la dette bilatérale pour aider les pays concernés à lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. Donc, les pays africains sont actuellement confrontés à de sérieux problèmes donc, économiques. Malgré les moratoires qui ont été accordés et qui ont permis quand même de dégager ce qu'on appelle des espaces budgétaires, donc ces moratoires restent toujours quand même, à mon avis, insuffisants. Pourquoi? Parce que les États ont besoin, dans ce contexte donc, de rareté des ressources, donc de maintenir leurs économies sous perfusion. En effet, compte tenu quand même des urgences relatives aux dépenses de santé et sociales, les États ont besoin de mobiliser davantage de ressources ou d'en libérer pour lutter efficacement contre la pandémie. Pourquoi? Parce que ces mesures de confinement prises de part et d'autre au début de la pandémie ont mis à genoux les secteurs clés, porteurs de croissance, malgré les plans de riposte donc, qui ont été mis en place par les gouvernements africains. Durant la première phase, les gouvernements africains, à l'instar des autres, ont également laissé filer leur déficit budgétaire. Parce qu'on a vu que certains pays qui étaient en union monétaire ou bien qui étaient donc dans des zones économiques ont dû relâcher ce qu'on appelle les fameux critères de surveillance multilatérale ou critères de convergence. La zone euro a été la première zone même à geler temporairement donc, voilà, ces critères-là. Donc, les autres pays aussi ont suivi parce qu'en période de crise, on ne peut pas se permettre aussi de dire, voilà, on va respecter tel ou tel autre critère alors que les économies sont quasiment donc à genoux. À mon avis,
les moratoires, c'était déjà bien, mais il faut aller plus loin dans la logique. Même si on sait que certains pays, au départ, ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'il y a la dette commerciale. Parce que si vous avez un moratoire sur votre dette, le marché financier, en réalité, peut percevoir ça donc, comme une subvention implicite, en réalité. Ce qui a fait peur à certaines économies qui ont préféré ne pas demander de moratoire et se limiter uniquement donc, à faire des émissions voilà, sur les marchés régionaux. Alors, voilà un peu par rapport à cette première question. D'accord. Professeur, d'aucuns parmi les économistes appellent à une mutualisation des dettes africaines sur le modèle du compromis récent trouvé au sein de l'Union européenne. Cette perspective est-elle réalisable en Afrique? Bon, effectivement, la mutualisation des dettes a connu quand même une avancée significative, notamment dans l'Union européenne. On l'a vu récemment. Donc, il y a eu des discussions tendues entre les pays frugaux, comme les Pays-Bas, l'Autriche, Danemark et Suède, d'une part, et de l'autre part, vous avez l'Allemagne et la France donc en tête, donc qui défendaient l'idée donc d'aller vers une mutualisation. Donc, les premiers défendant l'orthodoxie, alors que les seconds optaient plutôt pour une mutualisation. Finalement, il y a eu un deal. Donc, le deal portait sur un budget de 1074 milliards d'euros, dont 750 milliards seront empruntés sur le marché financier sous forme de Corona Bonds ou bien d'Eurobonds. Donc, dans des zones intégrées, comme c'est le cas de l'UMOA, voire aussi la zone CEMAC, peut-être c'est possible. Donc, l'intégration financière étant déjà avancée dans l'UMOA, vu qu'en matière d'intégration financière, l'UMOA fait partie des zones les plus avancées en matière d'intégration financière. Donc, il est possible de mutualiser les dettes et de faire des émissions communautaires. Mais comme on est dans un contexte vraiment de crise financière qui est en train de se transformer en crise économique, et comme je l'avais dit donc dans d'autres interviews et dans d'autres publications, que la crise économique risque d'être même plus dure que la crise sanitaire. C'est-à-dire les dégâts économiques créés par le Covid risquent d'être beaucoup plus graves même que les dégâts sanitaires en Afrique. Donc, à mon avis, donc on doit permettre à nos États donc, de pouvoir faire ces types d'émissions de titres, de levée de fonds sous forme mutualisée, par exemple, en plafonnant les taux d'intérêt. Parce que c'est ça quand même la logique. Parce que si on s'endette à des taux élevés compte tenu des pressions de liquidité qui peuvent y avoir sur le marché, donc ça peut poser quand même des problèmes de soutenabilité de la dette, d'autant plus que la plupart des pays maintenant se retrouvent en situation de surendettement. Même les pays qui n'étaient pas en situation de surendettement avant la crise, le Covid risque de les faire migrer vers une situation donc de surendettement. Donc la mutualisation n'a de sens que si certains pays s'endettent à des taux élevés et d'autres à des taux faibles. Donc ça veut dire que l'émission commune qui sera réalisée va permettre aux premiers qui avaient tendance à s'endetter à des taux élevés de bénéficier donc de la baisse des avantages donc de la mutualisation. Et c'est possible, notamment dans des zones comme donc l'UMOA qui est assez avancée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en matière d'intégration financière. C'est vrai que maintenant, si on part au niveau global africain, la Banque africaine de développement a mis en place depuis quelques années une initiative, l'initiative des marchés financiers donc au niveau africain, AFMI, donc qui est une initiative assez intéressante et qui milite vraiment pour l'intégration des marchés financiers donc au niveau africain. Moi, à mon avis, dans le futur, il peut être important donc que ce projet-là puisse se réaliser pour qu'on tende davantage vers l'intégration des marchés financiers africains, voire même, pourquoi pas, à un certain moment donné, permettre aux États de faire ce qu'on appelle des émissions d'Africa Bond. Professeur, vous le disiez tantôt que les conséquences économiques risquent d'être plus graves que les conséquences sanitaires. Alors, comment évoluent les spreads des rebonds africains depuis le début de la pandémie? Effectivement, quand on prend une période de référence entre janvier et juillet, entre janvier et mars, les spreads et les rendements à la maturité sont restés très stables sur les marchés secondaires, notamment les marchés de Francfort, de Stuttgart, Luxembourg, GTEX, SIX, etc., qui sont des marchés financiers où généralement sont échangés donc les titres africains. Donc, en réalité, il y avait une certaine stabilité. Mais dès que la pandémie a commencé à se répandre au niveau donc international et qu'on tendait vers une crise financière,
Donc, les spreads sont montés d'un coup. Il y a eu ce qu'on appelle un phénomène d'overshooting. Donc, les économistes appellent ça surajustement. C'est-à-dire, par exemple, les rendements du Sénégal qui étaient stables à 4% sont montés tout à coup jusqu'à 12 à 13%. Pour le Nigeria, pareil, pour tous les pays africains, voire même les pays en développement émergent. Donc, c'était les mêmes tendances qui étaient donc observées. Qu'est-ce qui a créé donc ce phénomène de surajustement sur le marché? C'est en réalité les investisseurs qui étaient présents sur le marché secondaire, qui sont généralement des gestionnaires d'actifs et autres, ont eu à appliquer une stratégie de gestion d'actifs appelée la fuite vers la qualité ou bien la fuite vers les titres les plus liquides. Donc, ça veut dire, à un certain moment donné, comme il y avait de l'incertitude créée par cette pandémie, donc les investisseurs ont commencé à se rabattre sur les titres américains, les bons du Trésor et les obligations américaines, les bonds allemands, les OAT de la France, etc. C'est-à-dire des pays qui ont une qualité de signature donc très sûre, qu'on appelle donc les actifs sans risque, qui sont dans la catégorie des investment grade selon le jargon donc des agences de notation. Donc, c'est les investisseurs qui étaient sur le marché secondaire étaient en train de se rabattre sur ces titres-là, ce qui a fait monter les spreads et les rendements à la maturité des titres donc africains. Mais quand le Fonds monétaire, la Banque mondiale, le G20, le Club de Paris donc, ont annoncé les mesures d'aide, ça a calmé temporairement les marchés. Donc, les marchés donc, ont été assez calmes à un certain moment donné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ces effets d'annonce-là qui ont été bien accueillis par les investisseurs. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Donc, les rendements à la maturité et les spreads étaient toujours à des niveaux assez élevés. Maintenant, comme les pays développés aussi étaient confrontés aux mêmes problèmes que les autres pays, les banques centrales de ces pays-là, comme par exemple la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, donc ont remis sur la table ce qu'on appelle les politiques de quantitative easing, d'assouplissement quantitatif. Donc, en 2020, durant cette période-là, quand la pandémie a éclaté et aujourd'hui, ces banques centrales que je viens de citer ont injecté plus de 6 000 milliards de dollars sur le marché. Elles ont fait mieux que lors de la crise financière. Parce que lors de la crise financière, les montants avoisinaient les 1 500 milliards. Mais là, elles sont allées jusqu'à 6 000 milliards. Donc, les marchés des eurobonds, de façon globale, que ce soit pour les pays développés, que ce soit pour les pays donc, en développement, ont bénéficié des effets de débordement de liquidité. Donc, ces effets de débordement de liquidité ont permis davantage donc, de calmer les investisseurs. Donc, ça a permis le retour donc, de la confiance, ce qui fait que depuis que donc, ces montants énormes ont été injectés au niveau de l'économie, on a vu que les spreads des pays en développement reviennent à leur niveau initial. Ils n'ont pas encore atteint le niveau initial de janvier-février, mais on est en train, dans le cadre de nos activités de monitoring, de voir que donc, les spreads reviennent donc, tendanciellement à leur niveau d'équilibre. Voilà un peu donc, par rapport à l'évolution des spreads des eurobonds donc, depuis l'éclatement de la pandémie. Professeur, lorsque vous parliez de l'habitualisation, vous avez évoqué les taux d'intérêt élevés. Pourquoi alors les taux d'intérêt des pays africains, d'Afrique subsaharienne, sont toujours aussi chers? Effectivement, malgré le retour de la confiance sur le marché, donc les taux d'intérêt restent toujours élevés. Cette année, malgré le contexte de crise, l'Égypte a émis un eurobond sur le marché en payant un taux quand même assez important. Mais il faut le savoir, sur les eurobonds, souvent, les États se font noter avant de venir sur le marché. Mais quand vous regardez les pays africains qui sont présents sur le marché des eurobonds, à l'état actuel, il n'y a que le Maroc qui est investment grade. L'Afrique du Sud a été dégradée, la Namibie a été dégradée, etc. Bon, récemment, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont été mis sous surveillance, donc leur note n'est pas dégradée. C'était juste, l'agence voulait être sûre que ces pays-là n'allaient pas participer à l'ISSD, donc privé. Et comme les
ces pays concernés ont annoncé publiquement donc qu'ils n'étaient pas intéressés par l'ISSD privé, qu'ils ne s'intéressaient qu'à l'ISSD public. Non, donc, normalement, donc la note ne doit pas être, ces notes-là ne devraient pas être dégradées. Donc là, quand même, on peut donc avoir la confiance. Maintenant, comme actuellement, il n'y a que le Maroc qui est investment grade et que les autres sont des spéculatives grade, c'est-à-dire sont notés en dessous de triple B. Si je prends l'échelle de notation de l'agence S&P, donc les notations jouent beaucoup. Hein, le Maroc récemment a eu à lever des fonds, hein, pas peut-être durant la pandémie, là, bien avant la pandémie, mais à un taux très faible. Donc, à mon avis, le rating joue un rôle très, très important donc, dans la tarification donc des titres donc, sur les marchés primaires, voire même secondaires. Comment se comportent les investisseurs par rapport à des titres investment grade et par rapport à des titres spéculatifs grade. Regardez la BAD, la Banque africaine de développement, qui, durant cette période-là, a émis donc, des Corona Bonds sur le marché international en payant quasiment 0,75%. Mais pourquoi? Parce que la BAD est notée triple A. À mon avis, ça joue beaucoup, la notation. Pourquoi? Parce que ça permet de lever des situations d'asymétrie d'information entre donc, les investisseurs et les émetteurs. Alors, vous disiez tantôt, professeur, que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont été placés sous surveillance. Quel regard portez-vous sur la capacité d'endettement du Sénégal au niveau régional et international? Bon, d'abord, au niveau régional, hein, le Sénégal, quand même, a toujours une capacité d'endettement assez correcte hein, au niveau régional, à travers ce qu'on appelle les levées de fonds donc, sur le marché régional via les guichets de l'agence UMOATID sous forme de BAT, bons assimilables du Trésor, ou bien d'obligations assimilables du Trésor, où le Sénégal parvient toujours à faire des levées de fonds tout en maîtrisant le taux auquel il s'endette sur le marché. Parce qu'on voit que souvent, les primes à l'émission que le Sénégal paye sont faibles, hein, malgré le contexte de crise. Hein. Donc, donc ça joue positivement donc, sur la capacité de lever des fonds donc, sur le marché. Ça veut dire que la signature du Sénégal, quand même, c'est une bonne signature donc, par rapport au marché donc, régional. Bon, hier, ils ont émis un Covid bonds, Covid bills plutôt, hein, ce sont des PAT donc, qui ont été levés à un taux faible, hein, quand vous regardez le taux marginal et le taux moins pondéré. Donc, c'est des taux faibles, loin même des 3-15%. Donc, ça montre un peu la qualité de signature que le Sénégal a sur le marché régional. Maintenant, sur le marché international, c'est vrai, le Sénégal donc, a quelques eurobonds donc, qui circulent, mais quand vous faites le classement des pays qui émettent des eurobonds, les taux moyens sur les marchés secondaires, vous voyez que le Sénégal, quand même, semble assez bien placé. Parce que devant, il n'y a que le Maroc, l'Afrique du Sud, Namibie. Après, il y a le Sénégal qui vient. Quand on calcule les moyennes donc, sur le marché donc, secondaire. Maintenant, c'est vrai, en matière de ratio dette sur PIB, on se rapproche des 70%. Donc, ça envoie un signal au marché. Mais ce qui est important, c'est vrai, les critères de surveillance multilatérale, ils sont importants, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous parvenez à vous endetter à un taux inférieur à votre taux de croissance, même si votre ratio d'endettement est élevé, donc la croissance va être un frein au surendettement. À mon avis, ça aussi, c'est un aspect très important. C'est pour cela, à mon avis, il peut être important pour nos gouvernements ou bien au niveau, donc de façon globale, si je m'intéresse au marché régional et au marché international, qu'on continue un peu à permettre à nos États de lever des fonds à des taux abordables, comme par exemple l'émission soit les Covid bonds, les bons Covid, c'est déjà bien, mais peut-être aller plus loin avec les social bonds, donc pour permettre aux États de lever des fonds à des taux abordables et qui permettent en réalité à nos États de ne pas être dans un cercle donc, vicieux donc, de l'endettement, compte tenu du rôle important que joue le taux d'intérêt sur la question de la soutenabilité de la dette. Même au niveau international, comme la liquidité est en train de revenir,
peut-être permettre à nos États d'aller vers ces social bonds-là, donc lever des fonds donc, à des taux assez abordables pour éviter donc, le phénomène de surendettement. Vous l'avez dit, hein, le bon Covid, c'est déjà bon. Finalement, peut-on dire que l'UEMOA, à travers ce bon Covid record, est la preuve que l'union fait la force? N'est-ce pas un embryon qui pourrait être étendu à l'Afrique entière? Tout à fait. L'agence UEMOA-TID est en train de faire vraiment un travail très important au niveau de l'Union. On a vu, il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été apportées, déjà à travers la création des BAT, des fenêtres pour les BAT, les OAT, les obligations assimilables du Trésor, et donc des bons Covid qui sont des bons assimilables du Trésor à taux plafonné. Donc, l'agence UEMOA-TID quand même a apporté beaucoup d'innovations donc au marché, et donc ça permet de mieux organiser le marché, de mieux structurer le marché, et ça se voit avec ce qui se passe actuellement au niveau de l'UEMOA. Donc l'UEMOA fait partie en matière d'intégration financière. Si je prends même le monde en matière d'intégration financière, je pense qu'on peut se féliciter de ce qui se passe au niveau donc, de la zone. D'autant plus que aujourd'hui, quand un État comme le Sénégal émet, par exemple, des Covid bonds, ce n'est pas uniquement des banques sénégalaises qui achètent. Il peut y avoir des banques maliennes, des banques ivoiriennes, etc. Quand la Côte d'Ivoire émet, il y a des banques togolaises, béninoises, sénégalaises, des banques ivoiriennes qui achètent. Donc, c'est ça, en réalité, la force de l'intégration financière. À mon avis, au niveau africain, on doit vraiment s'inspirer de ce qui se passe ici, dans l'UEMOA, notamment l'intégration financière. Mais maintenant, comme dans le cadre de l'intégration financière, le marché aussi, surtout dans un contexte de crise ou bien de stress, donc le marché est très sollicité, mais donc il faut penser quand même, pour éviter des problèmes d'instabilité financière dans le court moyen terme, voire dans le long terme, donc d'élargir la base des investisseurs. Donc c'est important. Et je pense que ça, on peut le faire à l'échelle, au niveau africain, l'échelle africaine, mais aussi on peut le faire aussi en intégrant les autres investisseurs du monde, etc., pour permettre d'avoir donc une intégration financière beaucoup plus poussée encore. Alors, pour finir avec vous, comment est-ce que l'économiste que vous êtes considère la SLECA? Oui, effectivement, je dirais que la pandémie actuelle ou bien la crise sanitaire actuelle représente quand même une opportunité pour les Africains d'avancer dans la ZLECA. Au moment où les autres continents sont en train de se replier, etc., il est temps de faire avancer les choses. Nous devons avoir quand même une ZLECA fonctionnelle et pas uniquement sur le papier, comme on a souvent l'habitude de le faire en Afrique. Mais cela demande d'abord une volonté politique. Bon, les pays l'ont déjà affiché parce que, voilà, beaucoup de pays ont signé, donc, sur le plan politique. Donc, mais aussi, il faut une adhésion sans faille des acteurs du marché. Peut-être faire des enquêtes pour voir, en réalité, voilà, comment nos entreprises, les acteurs, les consommateurs pensent, voilà, comment ils pensent, donc, par exemple, qu'est-ce qu'ils pensent de cette opportunité-là, donc ZLECA. Mais la mise en place donc, de la ZLECA devrait aussi s'accompagner d'un plan très ambitieux de financement des infrastructures. Parce que vous voulez développer le commerce intra-régional, vous voulez développer le commerce, etc., supprimer les droits de douane, etc. Mais il faut des infrastructures en matière de ports, d'autoroutes, etc. C'est le commerce. Aussi, il faut lutter contre les problèmes de malgouvernance, voire même de corruption et autres. Donc, c'est important. Donc, développer aussi derrière une vraie chaîne de valeur régionale. Donc, la ZLECA, normalement, devrait nous permettre de le faire à travers des zones de spécialisation et autres qui vont nous permettre d'avoir une vraie chaîne de valeur. Il est grand temps quand même de passer à cette étape très importante quand la période post-Covid risque d'être un changement de paradigme. Notamment, peut-être il y aura un nouvel ordre mondial qui va se dessiner au niveau international. Alors, professeur, juste pour finir, vous pensez qu'un jour la ZLECA verra le jour sur l'étendue du continent africain? Je pense que si on a toujours cette volonté politique-là et qu'on implique les acteurs, et quand on parle d'acteurs, c'est vrai, il y a des États qui sont là. On a aussi donc les entreprises, les PME, les grandes entreprises, etc. Le consommateur, tout ça, il faut les impliquer. Il faut aller vers
une approche consensus. Donc, c'est important. Et il faut aussi accompagner ça de ce qu'on appelle d'un développement des infrastructures. C'est nécessaire pour qu'on puisse réussir la ZLECA. Donc, il y a ce qu'on appelle des préalables. Donc, mais si on saute les étapes sans ces préalables-là, ça risque d'être un échec. Ça risque d'être un échec. C'est sur ces mots que nous vous remercions, professeur Babacar Sène, d'avoir été des nôtres dans PIB d'aujourd'hui et nous souhaitons de passer un très bon après-midi. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci également à vous, chers internautes, pour votre fidélité à Financial Afrique TV. C'est tout pour PIB d'aujourd'hui. Nous vous disons à la prochaine dans un nouveau numéro.